à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Génération Laudato Si. Nous sommes ici à l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon, pour nous demander ensemble comment parler d'écologie intégrale en famille. Et oui, le sujet de la crise climatique s'invite de plus en plus régulièrement au cœur de nos foyers. Et vous vous demandez peut-être, parents, comment éveiller vos enfants à la question écologique sans leur faire peur vis-à-vis de l'avenir. Ou bien, vous, adolescents, étudiants, comment parler d'écologie avec vos parents sans tension. Alors, est-ce possible? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs. Alexandre Masson est jésuite et a rejoint en 2022 l'équipe de l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. Il travaille aussi à mi-temps au lycée Saint-Marc de Lyon comme animateur en pastoral, où il accompagne de nombreux lycéens dans la construction de leur parcours d'avenir. Delphine de Monjour est originaire de Haute-Savoie et est mère de 2 garçons de 5 et 7 ans. Dès ses années étudiantes, elle avait à cœur d'allier solidarité et écologie. En 2021, Delphine a rejoint Église Verte, un outil pour tous les chrétiens destiné à favoriser la transition écologique. Bonjour Delphine. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur cet épisode. On va s'installer en plateau? Merci pour ton accueil. Avec joie. On te suit. C'est parti. Alors Delphine, Alexandre, on est ici pour se demander comment parler d'écologie intégrale en famille. Alors Alexandre, si on est face à un enfant de 7 ans, comment on peut lui expliquer l'écologie intégrale? Je lui dirais que l'écologie intégrale, ça a à voir avec l'amour. Ouais. L'amour qu'il peut vivre dans ses relations fraternelles, avec ses frères, ses sœurs, avec la relation avec ses parents, peut-être aussi la relation avec les camarades de classe qu'il rencontre chaque jour. Ouais. Peut-être plus largement avec les arbres, les animaux qui font son quotidien. Et que l'écologie intégrale, c'est prendre soin de ses relations pour vivre l'amour de manière plus intense et plus pleine. Et plus pleine. Delphine, justement, toi, tu as 2 enfants de 5 ans et de 7 ans. Pourquoi, comme maman, est-ce que tu as voulu vivre une conversion écologique en famille? Je me sens vraiment responsable comme mère, comme adulte et aussi comme chrétienne en tant que gardienne de la création. Et il y a un chiffre qui me marque beaucoup dans une étude de l'ADEME sur le dialogue intergénérationnel où il y a plus d'un tiers des jeunes, donc c'était une étude sur les jeunes de 15 à 25 ans, et un tiers de ces jeunes estiment que c'est les parents qui sont complètement responsables de la situation actuelle. Donc c'était une étude vraiment sur l'environnement. Ouais. Et sur ces jeunes, certains ont du ressentiment vis-à-vis de leurs parents. Et moi, en tant que mère, je ne voudrais pas que demain mes enfants me disent « Mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait pour prendre soin de la création ?» Cette question de la responsabilité. C'est ça. Je vous propose de tout de suite rencontrer la famille Voisard. Adeline et Alexis ont 5 enfants, ils habitent près d'Angers et ils ont vécu une conversion vraiment à l'écologie intégrale en famille à partir de l'encyclique du pape François publiée en 2015. Ils ont ensuite publié un livre qui a inspiré plein de foyers chrétiens à leur suite. Et vous allez le voir, pour les Voisards, sobriété ne rime pas avec austérité. Ah oui, on ne le vit pas du tout comme l'austérité. Notre mode de vie à nous, pour nous, c'est vraiment la sobriété sans quoi on croit, mais comme le dit le pape François et puis Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, quoi. Et c'est sûr qu'on essaye vraiment de transmettre ça à nos enfants, de vivre les choses dans la joie, avec une certaine légèreté, quoi, et pas que de la gravité. Et en fait, nous, profondément, je crois que ça nous met dans la joie que de prendre conscience de la création, que de poser des petits gestes qui nous paraissent bons. Et ça nous met dans la joie de voir ce qu'on essaye de faire et ce que parfois on arrive à faire, quoi. Alors Alexandre, vous au Châtelard, vous accueillez régulièrement des parents avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher exactement dans ce lieu? Depuis 1 an, plus spécifiquement, on essaie de développer des week-ends thématiques autour de cet enjeu de l'écologie intégrale en famille. Et moi, je remarque 2 choses, 2 ingrédients importants. Le premier, c'est permettre vraiment aux familles de vivre un moment ensemble. Et je pense en particulier à des travaux dans le parc, qui sont souvent des moments importants pour les parents comme pour les enfants, de vivre des choses ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est aussi, et ça pourrait paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, vivre des moments séparés et permettre aussi aux parents, en particulier, d'avoir des temps vraiment entre eux pour réfléchir, pour se reposer, pour prier, des moments de silence, des moments d'intériorité. Je dirais ces 2 ingrédients forts qui me marquent depuis 1 an.
Alors là, on parle des foyers en France. Autre question, comment parler de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres auprès de ces enfants, en particulier dans les pays du Sud où les inégalités sont très visibles? Je propose de faire la rencontre de Matteo. Il est équatorien et avec sa femme, ils ont 3 enfants. Matteo, vous allez le voir, pense que toutes les occasions sont bonnes pour faire découvrir le monde à ses enfants. Écoutez son témoignage. Creo que es sobre todo de a poco la experiencia, ¿no? La experiencia, no sé, pienso ahora, de llevarlos a un bosque, al bosque que sea, y luego llevarlos a un lugar donde sea desertificado por una explotación a la tierra, por, no sé, sembríos extensivos de años, de años, de años del mismo producto, con fertilizantes, agroquímicos, pesticidas y demás. Y decirles, mira, este pedazo de tierra era exactamente igual al bosque que había, ¿no? Y mira tú la diferencia, aquí no puedes sembrar nada, el suelo parece piedra. Es muy fuerte para ellos esto. Digo, en mi caso, nuestras vacaciones no son tanto dónde vamos a disfrutar o descansar más, es dónde podemos dar experiencias a nuestros hijos. Y creo que es así, es mostrándoles, es que vivan, que lo toquen, que lo vean. Hay algo muy bello y es que tus hijos y toda tu familia se vuelve muy despierta. Están muy despiertos a todo. Hay veces que a mí igual se me pasa, nos estamos afuera en una hamaca un momento y ellos me dicen, papi, ¿escuchaste el pájaro? Papi, mira esa nube. Están muy despiertos porque es increíble lo que yo creo que para apagar un poco este grito de los pobres y este grito de la tierra, lo que hacemos es ensimismarnos, meternos en nosotros mismos, en nuestras propias preocupaciones, o poner una serie en alguna plataforma y hacer como si nada pasara. Pero es una falta de estar despiertos, no se necesita buscarle. Hace un par de meses mi hijo el mayor decía, porque estamos al norte de México, entonces hay mucha gente que quiere migrar hacia Estados Unidos, a migrantes de Centroamérica. Y él me decía, papi, deberíamos una noche salir a darles sándwiches con chocolate, porque tienen mucho frío. Yo no le dije nada, no habíamos hablado de nada de esto, pero es increíble, es simplemente estar despiertos. Delphine, je te voyais acquiescer pendant qu'on regardait le témoignage de Matteo. Qu'est-ce qui te marque dans ce qu'il est en train de raconter? J'aime bien cette notion d'éveil. J'aime bien, je dirais même réveiller, de s'éveiller à nouveau. On emploie souvent le terme de s'émerveiller et je pense que cultiver l'émerveillement, c'est essentiel et c'est ce qu'il a l'air de dire dans son témoignage et dans son mode de vie avec ses enfants, de penser à vraiment cultiver l'émerveillement en famille. Alexandre, tu es d'accord? Oui, et alors ce qui m'a marqué là, en voyant ce reportage, c'est que cet éveil, il en parle d'abord en direction d'éléments naturels, tel oiseau, tel nuage, qui est beau et qui suscite l'émerveillement. Et puis après, il en parle aussi à propos des migrants et d'une sensibilité qui grandit aussi à la souffrance d'autrui ou à la pauvreté, à la détresse d'autrui. Et voilà, je trouve ça, comme on parle d'écologie intégrale, et qu'on cherche à faire résonner clameur de la terre, clameur des pauvres, bah là, je trouve que c'est un bel exemple qui montre que l'un n'est pas du tout opposé à l'autre, mais que grandir en sensibilité pour la beauté d'un nuage ou du chant d'un oiseau, ça peut aussi ouvrir à la sensibilité pour autrui, pour ce qui vit. Oui, c'est très beau. D'ailleurs, les exemples qu'on voit dans les 2 familles, Voisard et avec la famille de Matteo, ce n'est pas le cas dans toutes les familles, on est d'accord? Il y a des familles pour lesquelles l'écologie est soit un non-sujet, soit aussi un sujet de débat, voire de tension. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'entendre des témoignages qui peuvent nous inspirer, qui peuvent montrer que ça peut être aussi pas simplement un sujet de tension ou d'austérité, mais aussi de joie, là, comme nous témoignait la famille Voisard. Donc on le voit avec vous, l'écologie est un sujet plus ou moins abordé selon les familles. Pourquoi c'est important de se convertir à l'écologie au sein de la famille? Comment on fait? On y réfléchit tout de suite avec Delphine et Alexandre. Alors Delphine, je me tourne vers toi. Vivre une conversion écologique en famille aujourd'hui, est-ce que c'est un choix ou une nécessité? Pour moi, ce n'est plus une option, c'est une vraie nécessité. On a vraiment cette responsabilité en tant que parents. Et puis, le meilleur lieu pour vivre cette conversion écologique, pour moi, c'est effectivement la famille. C'est là où on peut le plus transmettre nos valeurs, les changements dans nos modes de vie pour donner l'exemple
à nos enfants. Et pour ça, il y a une petite citation dans l'encyclique du pape que je trouve très belle et qui illustre bien ce que je voulais dire par rapport à ça. Il nous dit d'abord « Je veux souligner l'importance centrale de la famille ». Et il nous dit juste après « Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d'amour et de préservation de la vie ». Il le dit très bien, le pape François, c'est vraiment la famille, le lieu principal pour tout ça. Pourtant, Delphine, il y a quand même aujourd'hui pas mal de familles, j'imagine, qui entendent parler d'écologie via leurs enfants, via l'école. Donc le mouvement peut aussi être inverse. L'écologie arrive dans la famille via les enfants. Bien sûr, je disais l'importance centrale de la famille comme lieu et vecteur de transmission, qui est le premier lieu. Et le deuxième lieu, c'est plutôt l'école. Heureusement, la scolarité, désormais, permet et aborde régulièrement les notions de l'environnement. Et donc, les enfants peuvent vivre des choses à l'école et les amener aux parents. Et ça peut faire bouger les choses auprès des parents. Je pense aux jeux, notamment au défi Ma Petite Planète, qui peut être vécu au sein de l'école, oui, avec ses camarades de classe. Et il y a des choses à faire avec les parents. Et là, les parents peuvent petit à petit avoir une certaine forme de sensibilité à l'environnement grâce à leurs enfants. Je voudrais te poser une question peut-être un peu plus personnelle. Toi, dans ton parcours avec ton mari, vous avez vécu à un moment un événement assez douloureux à la naissance d'un de vos fils. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler un petit peu ? C'est vrai que déjà, de façon générale, la naissance peut être un très grand bouleversement. La naissance notamment d'un premier enfant, c'est le moment de réfléchir et de se reposer plein de questions. Quand on devient responsable d'une nouvelle petite vie, c'est vraiment l'opportunité pour moi de changer plein de choses. Et nous, à titre personnel, on a été vraiment très bouleversés avec la naissance de notre premier enfant, qui est né avec une malformation congénitale. On l'a appris le jour de sa naissance. On ne le savait pas avant, donc on n'a pas pu se préparer. Et on a su, après coup, que cette malformation était en croissance chez les petits garçons depuis ces dernières années et probablement due aux perturbateurs endocriniens. Aux perturbateurs endocriniens, oui. C'est ça, aux perturbateurs endocriniens. Donc ça nous pose vraiment, nous, la question des polluants. Alors évidemment, il y a les perturbateurs endocriniens, mais il y a toute la pollution et puis... qui pose vraiment des questions de santé globale. Il y a les malformations, mais il y a aussi plus de maladies, plus de cancers, de troubles du neurodéveloppement, tout ça en lien avec la pollution, enfin avec les facteurs de santé. Et donc avec ton mari, ça vous a mis en mouvement pour vous dire, en fait, on veut au sein de notre foyer changer nos habitudes de vie. La question est trop importante pour qu'on ne se laisse pas toucher et qu'on ne se convertisse pas, en fait. C'est ça ? Bien sûr. Ça a été un très gros bouleversement, même un tsunami intérieur, quand on a la chair de sa chair qui est touchée dans son corps. Avec une malformation, déjà c'est beaucoup d'incompréhension, de colère aussi. Et puis petit à petit, ces émotions un peu négatives et puis peut-être un peu paralysantes au début nous ont permis d'aller un peu plus loin et de nous mettre en mouvement. Donc d'abord au sein de notre propre famille, on a changé à ce moment-là beaucoup de choses dans nos modes de vie. On était déjà assez sensibles, notamment sur l'alimentation, mais là ça nous a permis d'aller encore plus loin. Et puis après, on s'est dit, finalement, la cellule familiale, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de la cellule familiale ? Et donc, pour ma part, ça a été par un engagement bénévole dans une association de protection de l'environnement. Et puis aujourd'hui, par mon travail, j'ai vraiment voulu changer de travail et être dans l'environnement. Et avec mon travail chez Église Verte, ça me permet de concilier tout ça en même temps. Oui, tu pourras nous en reparler tout à l'heure. Merci. Alexandre, on l'entend avec ce que dit Delphine, la famille peut vraiment être un lieu de conversion à l'écologie intégrale. C'est la cellule de base de la société. On dit que c'est la première église. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu spirituellement pourquoi est-ce que la famille, c'est un lieu important pour parler d'écologie aujourd'hui ? Moi, je dirais 3 choses pour répondre à cette question. La première, c'est que tu dis, Claire, la famille, première cellule de base de la société, première église. On pourrait dire maintenant, en contexte d'écologie intégrale, aussi premier écosystème. Ouais. Voilà, c'est un bon lieu pour prendre conscience qu'on est dépendants les uns des autres et qu'on a besoin les uns des autres pour vivre, pour grandir, pour se déployer. Et donc prendre conscience que non, je ne suis pas cet individu autonome, indépendant, consommateur, que nous dépeint parfois la société de consommation dans laquelle on vit, mais qu'il y a un autre type de rapport à imaginer, à inventer, à expérimenter entre nous. Donc voilà, première chose, la famille, premier écosystème. Deuxième chose, la famille, ou plutôt les parents, sont aussi en première ligne pour aider leurs enfants à affronter les défis de demain. Il y a une responsabilité d'éducateur, de transmetteur,
et dans un contexte de crise écologique et sociale où on peut penser que les conséquences du dérèglement climatique vont s'accentuer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, c'est dès l'enfance, c'est dès le moment de l'éducation, de la croissance que les parents ont un rôle à jouer pour permettre à leurs enfants de vivre de manière la plus paisible possible et la plus disponible possible ces temps qui vont être les nôtres. Oui. Et puis troisième chose, la famille qui est aussi la bonne échelle, parce que c'est un petit groupe, pour expérimenter, pour être créatif, pour imaginer des choses ensemble, imaginer d'autres manières de vivre qui pourraient ressembler, d'autres manières de vivre qui correspondront à cette sobriété heureuse auquel le pape François nous appelle dans nos dates aussi. Et alors justement, Alexandre, comment la foi chrétienne peut être une ressource pour les parents aujourd'hui qui veulent parler écologie avec leurs enfants ? Ce qui me vient, c'est... on a fêté Noël il n'y a pas très longtemps. Effectivement, oui. On peut se rappeler cette scène de la Nativité. Jésus, nouveau-né, couché dans une mangeoire, dans une étable. Le bœuf, l'âne. Le bœuf et l'âne que la tradition de l'Église a rajouté. Mais aussi les bergers qui viennent avec leurs troupeaux rencontrer Jésus, nouveau-né. On peut dire qu'il y a un contraste entre une grande sobriété, une grande simplicité de cette scène. On sait que Marie et Joseph ont été rejetés de la salle commune parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. Donc on pourrait dire aussi une forme une grande sobriété et en même temps une grande joie, une joie chantée par les anges qui l'annoncent aux bergers, qui chantent dans le ciel. Et donc qui d'entre nous n'aurait pas rêvé d'être là ce soir-là, alors même que ce n'est pas forcément conforme à notre confort moderne. Et voilà, est-ce que cette scène ne pourrait pas être inspiratrice aussi de nos manières de vivre en famille voilà. Donc la famille la Sainte Famille comme exemple, modèle pour tous les foyers chrétiens aujourd'hui dans une démarche écologique. Alors très concrètement, cette démarche, comment est-ce qu'on la met en place ? Par quels petits gestes au quotidien ? On en parle tout de suite. On retrouve de nouveau maintenant la famille Voisard. Adeline et Alexis, les parents que vous avez vus tout à l'heure, vont nous montrer des pistes très concrètes pour mettre en place l'écologie au cœur de son foyer. Regardez. Bonjour, bienvenue chez nous. Entrez. En esprit Laudato Si en famille, je dirais que c'est une sorte d'art de vivre simplement et joyeusement, de savoir se contenter de ce qu'on a, de savoir en jouir aussi, de savoir observer ce qui nous entoure, que ce soit la nature ou les personnes, et s'en réjouir. Et en fait, c'est juste savoir jouir des choses simples, vivre simplement. On a bien dans tes mains. Tu veux que je le fasse ou pas ? Il faut que tu fasses, ma chérie, une forme de baguette. Oui, je sais. On essaye d'impliquer les enfants dans tous les petits actes qu'on peut poser. Par exemple, on s'est inscrit à une AMAP. On emmène les enfants, comme ça ils apprennent à découvrir le nom de légumes dont ils n'avaient jamais entendu parler avant. Ça les aide à comprendre aussi nos choix. Là, il y a notre grand pot de farine qu'on va chercher à une ferme pas loin d'ici du tout. On peut faire toutes sortes de choses, du pain, on peut faire des gâteaux. Que ce soit un énorme pot comme ça, c'est beaucoup plus pratique que plein de petits sachets. Seigneur, bénis cette table. Et que ta main secourable. Et c'est vrai que parfois nos enfants détonnent par rapport aux autres, même si on veille à ce qu'ils soient bien sûr bien intégrés. Mais lorsqu'ils sont les seuls à avoir tel goûter, ou les seuls à avoir les parents qui viennent les chercher à l'école avec l'autocollant « Je roule à 110 km/h sur la voiture », nous, notre fille disait qu'elle aurait honte si on venait à l'école avec ça. Oui, c'est de l'adolescence, mais pas que. On voit que ça commence très tôt, quoi. Même à 7, 8 ans, 9 ans. Et en fait, ça, on voit bien, y compris dans les objets, les tablettes déjà, les téléphones, les vêtements. On sent que dès le plus jeune âge, nos enfants sont très en rapport à leurs amis, en fait. Et c'est important pour eux. Et on comprend ça, on respecte ça, que c'est important pour eux. Mais donc, en permanence, c'est un dialogue ou même une tension entre ce que le monde leur renvoie, et là, nous, on essaye de les emmener. Et ça, c'est pas toujours facile. Ce qui peut être difficile parfois, c'est quand il y a des choses où je suis pas forcément d'accord, des gestes un petit peu trop
Par exemple, moi, donc, j'ai pas de téléphone, ou alors on va devoir utiliser des mouchoirs en tissu, et ça, quand on est un peu les seuls à faire ça et que toutes les personnes autour de moi le font pas, ça va être plus difficile, même si donc il faut pouvoir passer un cap. Mais sinon, je partage plutôt ces valeurs et je suis content qu'on puisse faire ça. Et si en famille on arrive à vivre ça, c'est plutôt bien. On ne peut pas aller à la pointe. Regarde, on voit là-bas. Ah oui, dans les tables, elles sont là, elles sont pas montées. On essaie de transmettre à nos enfants le détachement par rapport au bien et on voit que cet attachement au bien nous rend moins ouverts aux autres, nous rend moins ouverts à la relation, à la rencontre. Moins créatif aussi, moins imaginatif. Et nos enfants sont aussi source d'espérance. Peut-être que eux, la génération future, vont trouver des solutions et vont bâtir une civilisation qui sera moins matérialiste. Alors, Alexandre, on le voit là chez les Voisards, ça marche en quelque sorte. L'écologie dans la famille, c'est quelque chose d'intégré, de vécu concrètement. Parfois, l'écologie, c'est aussi un très gros sujet de tension dans les familles. Comment on fait dans ce cas-là ? Je pense que c'est d'autant plus important d'en parler en famille, simplement, le plus paisiblement possible. Et puis, pas seulement d'en parler, mais de vivre des expériences. Et ils insistent beaucoup là-dessus, je trouve. Et je pense que c'est ça aussi qui met en route, c'est de vivre des expériences heureuses, réussies, et de se dire finalement, oui, vivre plus simplement, pas avoir de téléphone, passer du temps en famille au bord d'un fleuve, cuisiner ensemble, travailler au jardin. Oui, c'est des choses très concrètes, Voilà, du quotidien en fait, vraiment. Vivre des expériences, c'est ça, c'est tout simple. Et moi, je dirais partir de là. Partir de faire des choses ensemble, simples, s'autoriser à être créatif, imaginatif, et puis voir ce qui se passe. Voilà, relire comment est-ce que ça me laisse. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi de la joie dans des choses peut-être moins apparemment désirables, mais pourtant tout autant porteurs de vie et dynamisantes, peut-être même plus. Oui. Delphine, ce qu'on voit chez les Voisards, c'est que leur style de vie peut sembler un peu radical à certaines. Est-ce qu'on est vraiment tous appelés à ça ? Je pense qu'on est tous effectivement appelés à une certaine forme de radicalité. Après, ce qu'on voit chez les Voisards, c'est intéressant, c'est un peu l'aboutissement d'un processus qu'ils ont commencé en 2015, donc ça fait quand même quelques années. Et de se dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un bouleversement et un changement de mode de vie, c'est petit pas par petit pas, c'est un cheminement. Et je pense qu'on est tous toujours en conversion écologique. Et tous amenés et appelés à modifier certaines choses petit à petit. Et de commencer tout simplement, j'imagine qu'eux, ils l'ont fait, c'est de commencer par les choses qui sont les plus évidentes au départ. Donc quand tu dis petit pas par petit pas, le petit pas qu'on pourrait commencer à faire, c'est quoi ? Faire les choses les plus évidentes, c'est les choses qui nous rendent heureux déjà ? Oui, bien sûr, c'est ce qui nous donne de la joie, je dirais, dans un premier temps. Peut-être que si on aime cuisiner, se dire je vais essayer de cuisiner plus avec des produits locaux, avec le maraîcher du coin, d'aller chercher sa farine, c'est l'exemple tout simple, mais mine de rien, d'aller voir le paysan qui fabrique la farine et d'aller lui acheter, c'est un petit pas qui est important et c'est un petit pas pour commencer et qui a un effet boule de neige finalement, parce que le premier petit pas va emmener le second petit pas. Alors, la transmission de l'écologie intégrale, tu le soulignais Alexandre, ça passe aussi par les grands-parents. Je propose d'écouter le témoignage de Cécile, qui fait partie de Grands-parents pour le climat, et pour qui ce sujet est vraiment extrêmement important. Écoutez. Bonjour, je suis grand-parent pour le climat depuis 10 ans, puis la fondation, grand-mère depuis 13 ans, et donc bien consciente de ce qu'attendent tous les petits-enfants du monde. Alors voilà, je suis engagée avec les grands-parents pour le climat. On réfléchit, on s'informe et on agit. Au niveau des politiques d'abord, car il faut absolument légiférer. Notre mode de vie, il faut le transformer et transmettre tout ça au niveau des enfants, de la jeunesse. Alors on va dans les écoles. Avec mes petits-enfants, j'essaye de les sensibiliser. Depuis le départ, je les ai eus tout petits. J'ai eu cette chance et là, il y a un plaisir réciproque d'observer, de s'occuper de la vie au niveau animal, au niveau végétal et de leur transmettre le bonheur qu'on a de faire partie de la nature. Quand ils deviennent plus grands, on développe avec eux l'esprit critique par des conversations, des livres, des films, des jeux aussi. Et surtout, on leur montre qu'on a espoir et qu'il faut garder espoir et qu'ils ont une belle génération. Et Delphine, toi, tu diriges le parcours Église verte en famille. Est-ce que c'est un parcours que tu recommanderais à d'autres parents ?
Je pense qu'effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas rester seul face à la conversion écologique, de se dire seul, c'est peut-être un peu difficile, mais de se lancer à plusieurs. Ça peut être vraiment beaucoup plus riche de partager son expérience, de partager les écueils qu'on peut rencontrer, les difficultés, les freins au changement aussi. Et dans le parcours Église Verte Famille, on le propose, mais il y a d'autres parcours qui existent, c'est de prendre des temps en petite famille, mais aussi avec d'autres familles pour pouvoir échanger et essayer d'avancer ensemble pour prendre soin de la création. Ok, et alors concrètement Delphine, comment ça se passe ? Alors c'est tout simple, il y a un petit groupe qui va se créer, il y a besoin qu'il y ait un animateur qui coordonne ce petit groupe de familles. Et l'idée c'est que chaque famille va aborder en famille un des 13 thèmes. Donc c'est des 13 thématiques qui sont vraiment dans le quotidien des familles. On va avoir la mobilité, l'eau, l'alimentation, mais également la spiritualité. Parce qu'on parle d'écologie intégrale, on a aussi la solidarité. Et ces thèmes vont être abordés d'abord dans la petite famille et après, toutes les familles se réunissent et ont un temps d'échange et de relecture en groupe pour pouvoir justement prendre le temps de comprendre et puis d'agir ensemble, en groupe. Donc, un super parcours que tu recommandes à tous les parents. Merci beaucoup Delphine, Alexandre, d'avoir réfléchi avec nous à comment parler d'écologie intégrale en famille. Et puis merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. Moi, je vous dis à très vite dans Génération Laudato Si'.